Bonjour à tous et à toutes, on est ravis de vous retrouver avec Jean Pralon dans ce nouveau podcast Hack for Skills et aussi destiné à tous ceux qui veulent faire bouger les lignes RH. On va parler d'un sujet qui touche toutes les entreprises, tous les candidats et donc tous les RH, sans exception, le recrutement ou plutôt les tensions qui l'entourent. Et pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Jean Pralon, professeur à l'OM Normandie, fondateur de Saven, chercheur en gestion des ressources humaines, que de titres pompeux, n'est-ce pas? Et surtout, auteur d'une dernière étude inédite, HR Insight, menée avec le collectif SAV du recrutement et l'EM Normandie. Une étude qui ne se contente pas de pointer du doigt les irritants, mais qui va chercher en profondeur ce qui coince, ce qui crispent et ce qui pourrait changer. Jean, merci d'être là avec nous pour cette présentation. Je commence tout de suite par la première question. L'étude HR Insight s'intitule Partenaire particulier. Jean, pourquoi ce titre? Alors, outre l'allusion aux années 80, que les anciens comme moi auront remarqué, il y a beaucoup l'idée que les recruteurs, les candidats et les managers sont des partenaires. Donc, ils doivent être d'accord entre eux, et puis ils ont des intérêts communs qui sont trouver le bon poste pour le bon candidat, trouver la meilleure compétence, etc. Donc, il y aurait une hypothèse de partenariat autour d'un consensus possible entre ces différents donc partenaires. Et puis, il y a beaucoup dans les cabinets de recrutement le terme de partenaire, etc. qui circule. En réalité, ces partenaires-là ont en effet des intérêts communs, bon, on comprend bien, et puis ils ont aussi des intérêts qui ne sont pas du tout en commun. Et donc, ce sont des partenaires particuliers, puisqu'ils ont des choses à faire ensemble, et pour autant, ce qu'ils ont à faire ensemble, parfois, ça crée des dissensus beaucoup plus que des consensus. J'adore l'idée, partenaire particulier et la ref aux années 80. Qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser ce sujet des irritants du recrutement et du recrutement? Alors, la principale vertu de l'étude, c'est de faire du quali, hein. Moi, je voulais vraiment qu'on travaille sur des approches par entretien, qu'on laisse la parole aux gens, qu'on leur laisse longuement et qu'on les confronte à ce qu'ils ont vécu les uns avec les autres. Le principe de l'étude, c'est trouver des recrutements et les analyser du point de vue du manager qui était donc le client de ce recrutement, du recruteur qui a géré le recrutement, et puis des candidats qui sont passés par là, et pas que le candidat évidemment finaliste, tous les autres. Et donc de confronter ces différents partenaires particuliers à des événements qu'ils ont vécu en commun, des processus qu'ils ont vécu en commun, mais qui n'ont peut-être pas vécu de la même façon. C'était ça l'idée principale. Donc ça, c'était l'idée de faire révéler par la parole, en écoutant les gens un peu longuement, les faire verbaliser, les faire aussi mieux comprendre pour eux-mêmes ce qu'ils avaient vécu, parfois de façon un petit peu douloureuse. Et je pense que faire du quali par les temps qui courent, c'est un sujet important parce qu'on a beaucoup l'habitude dans nos études de faire du quanti, donc d'avoir des gros échantillons, beaucoup de données, et puis de faire dire à beaucoup de données ce qui se passe et d'éclairer ce qui se passe par justement l'approche quanti. Puis il y a aussi des moments où il faut laisser les gens un peu parler. Voilà. Et il y a des moments où la capacité du quanti s'épuise un peu parce qu'on n'a plus beaucoup le sens, hein. Le quanti, on lui projette du sens, il n'est pas dedans. Et quand on écoute les gens, le sens vient. Donc il faut essayer, en ce moment, je pense, de l'histoire de la société et de l'histoire de ce qui se passe sur le marché du travail et dans l'emploi en France, de réintroduire la parole de ceux qui le vivent. Voilà. Tu as complètement raison, je rejoins complètement l'idée. Tu as tu as réalisé, pardon, cette étude qualitative sur combien de personnes à peu près? Alors, c'était 20 recrutements et donc 70 personnes. Donc, les 20 recrutements, c'est chaque fois, il y a un manager et un recruteur, et puis les candidats qui sont passés par là. Donc, ça fait 70 profils et donc 70 entretiens. Top. Le titre est quand même super fort au-delà de partenaires particuliers. Pourquoi l'idée de justice éloigne les candidats, les managers et les recruteurs? C'est quoi cette fameuse justice? On parle de quoi exactement? Alors, d'abord, le recrutement, par définition, c'est quelque chose qui a à voir avec la justice et avec l'injustice, puisque le processus de recrutement, c'est transformer une batterie de candidats qui sont au départ, sur la ligne de départ, au même niveau, en une hiérarchie. Il y a le finaliste qui est recruté, il y a la médaille de bronze et la médaille d'argent, et puis donc c'est la shortlist, et puis après il y a ceux qui sont pas acceptés. Donc mécaniquement, le recrutement, ça crée des discriminations, ça crée des hiérarchies, et donc ça crée des inégalités. Encore faut-il que ces inégalités soient justes, c'est-à-dire qu'elles soient perçues par les différentes parties prenantes comme étant légitimes, compréhensibles, utiles même peut-être. Donc comment est-ce que ce processus crée ces injustices ou ces justices-là? Et c'est là-dessus finalement que les candidats, les managers et les recruteurs nous ont parlé, c'est de cette injustice, de ce qu'ils ont vécu comme étant injuste, parce que les inégalités que crée le processus ne sont pas vécues par eux comme quelque chose de légitime. Et donc là, tu vois, le recrutement, forcément, ça crée des inégalités, il faut qu'elles soient justes, et elles ne le sont pas encore tout à fait. Parfait. Dans cette deuxième partie de podcast, tu as aussi identifié au travers de cette étude qualitative des irritants dans le cas du process de recrutement.
Sans te mettre en difficulté, tu en as identifié 6 de mémoire. Est-ce que tu peux nous les citer, s'il te plaît? Alors, d'abord, parler d'irritants, je pense que c'est important parce que on n'est pas en train de dire que le recrutement fait n'importe quoi. On n'est pas en train de dire que les managers font n'importe quoi, que les recruteurs discriminent n'importe comment et que tout est à revoir. C'est pas ça qu'on dit. On dit juste qu'il y a des moments où les uns et les autres ne se comprennent pas et donc ça crée de l'irritation, ça crée de l'inconfort, des frustrations, etc., qui sont pas impossibles à traiter. Juste les comprendre et les prendre pour ce qu'elles sont, des éléments du processus qu'il faut regarder un petit peu près, sur lesquels il faut faire de la pédagogie, parce que tout le monde peut ne pas être d'accord, et donc expliquer mieux les choses. Donc c'est important de parler d'irritant plutôt que de dysfonctionnement ou de difficultés beaucoup plus macro. Alors je ne sais pas si je vais te citer les 6, mais je t'en donne 2 ou 3 pour Vas-y. donner Et envie. celui qui te parle le plus, en Voilà. priorité. Pour donner envie à ceux qui nous écoutent d'aller lire le document, peut-être. Le premier, c'est les mails automatiques. Alors, c'est pour moi un bon révélateur de ce qui se passe dans la tête des candidats versus des recruteurs. Quand un recruteur utilise un ATS, donc un ATS, c'est l'application qui gère les candidats, tu sais, bon. Quand il utilise un ATS, il est certain qu'il ne perd aucun candidat. Les candidats arrivent dans l'ATS les traite, chaque candidat a sa ligne, et donc personne n'est perdu. C'est beaucoup plus efficace que le fameux CV papier qui arrivait par la poste il y a 15 ou 20 ans. On pouvait perdre. Oui. Voilà. Bon. Donc, du point de vue du recruteur, avoir un ATS qui envoie des mails automatiques, c'est ne perdre personne au minimum. Et puis, c'est aussi envoyer à chacun un message pour lui dire voilà où vous en êtes, voilà ce qui se passe pour vous. Bref, c'est une forme de garantie d'équité et de qualité. Mais du point de vue du candidat, c'est pas ça du tout. Quand le candidat reçoit un mail automatique, il sait bien que c'est un mail automatique, ou même parfois il peut prendre des mails réels envoyés par un recruteur comme des mails automatiques, et il le vit de façon injuste. Alors pourquoi c'est injuste? Quand on les écoute, ils nous disent mais parce que c'est un mail automatique, donc c'est très déshumanisé. Bah oui, effectivement, un mail automatique, c'est un peu déshumanisé. Mais en réalité, c'est aussi un gage de qualité et d'efficacité. On ne perd aucun candidat. Donc paradoxalement, c'est un outil qui crée de l'équité, mais qui crée de l'injustice pour les candidats. Et si on creuse un peu plus, ça révèle pour moi le problème des candidats par rapport à la justice ou à l'injustice. Parce qu'un candidat, il a envie d'abord qu'il soit traité avec équité, donc on le traite comme les autres, donc d'avoir autant de chances que les autres, mais ça suffit pas. Parce que si ce n'était que ça, ce serait pas un concours, ce serait une évaluation, et on prendrait tous les bons. Malheureusement, le recrutement, c'est pas une évaluation ou un examen, c'est un concours, il y a un seul finaliste. Et donc, les candidats, ils ont envie d'être traités avec équité, mais un peu plus que ça. Être traités avec équité, mais selon leurs critères à eux. Donc, pouvoir mettre en avant ce qui, pour eux, fait leur singularité, leurs avantages, leurs caractéristiques personnelles, tout ce qui va les amener à avoir plus de chances que les autres. Donc, tu vois le paradoxe. Pour un candidat, il faut de la justice pour garantir l'égalité des chances, mais il faut un peu moins de justice pour avoir un peu plus de chances que les autres. Et je trouve que ça, c'est très révélateur de ce paradoxe du candidat qui sait bien que c'est un concours et pas une évaluation simple, et pour lequel il y a un seul finaliste, et pour lequel il faut vraiment faire entendre ses critères à soi, même si ce n'est pas forcément ceux du recruteur. Ça, c'est le premier irritant. Je t'en donne 2 autres. Allez. Important. Le grand sujet, c'est les critères de sélection. Donc, le recruteur, lui, il va vouloir faire que le manager lui dise quels sont les critères importants pour lui. Sauf que les critères du manager ne sont pas forcément ceux qui sont acceptables pour un recruteur. Parce qu'on va entendre des choses qu'on connaît tous. Dans le point de vente où je recrute, il me faut des gens jeunes et plutôt d'origine gauloise. Ma clientèle ne voudra pas quelqu'un issu de la diversité. Je ne veux pas prendre le risque de prendre une femme qui pourrait être enceinte, etc., etc. Ça, c'est des critères que le manager va avancer, plus ou moins formellement, plus ou moins explicitement. Parfois, c'est très clair. Parfois, c'est implicite. Ça paraît évident évidemment, il ne faut pas une femme. Et quand le recruteur va présenter des candidats, il va y avoir un drame, parce que mais c'est quoi cette femme? Et puis évidemment, l'accusation, tu ne fais pas ton travail, parce que tu me présentes une femme de 30 ans, elle n'a pas d'enfant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Il y a ce sujet-là de critères de sélection et du conflit entre le manager et le recruteur autour de ce que sont des critères acceptables. Et là, ça révèle un autre sujet qui est que pour le manager, c'est lui qui a forcément raison. Depuis 10 ou 20 ans, l'évolution du recrutement, c'est la montée en puissance du pouvoir du manager qui est le seul décisionnaire et qui a la capacité à refuser tous les candidats qui ne lui conviennent pas. Et là, il y a un sujet qu'il faudra qu'on regarde un jour ou l'autre, c'est comment on redonne du statut au recruteur, comment est-ce qu'on lui redonne la possibilité de faire entendre son expertise
et entre autres les bons critères de recrutement, puisque les critères discriminatoires, c'est pas juste qu'ils sont pas moraux, c'est qu'ils sont surtout inefficaces par rapport à la performance dans le poste. Et je termine par le troisième que je voulais te citer, c'est le fameux ghosting. Alors, l'affaire du ghosting, on aurait pu faire un papier entier sur le ghosting. C'est un grand sujet. Les recruteurs ghostent les candidats ghostent les recruteurs. Alors, il y a deux sujets. Quand c'est du point de vue des recruteurs, c'est un peu moins pardonnable. Parce que les recruteurs devraient être capables de prendre leur téléphone et de dire à un candidat, je suis désolé, c'est pas vous. C'est très frustrant, c'est très désagréable, d'autant plus qu'en général, le manager se garde le beau rôle. Le manager va être ravi d'appeler le candidat retenu, et puis pour le recruteur, vous allez me faire des réponses à tous les autres. Donc, c'est pas très confortable, mais c'est pas très pardonnable non plus du point de vue du recruteur de ne pas le faire. Par contre, du point de vue des candidats, il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans un pays où l'emploi est devenu un peu compliqué, puis dans une société européenne qui est très fortement orientée vers la crise, des problèmes économiques et géopolitiques un peu compliqués, quand on est candidat, on n'a pas envie de donner le bâton pour se faire battre. On n'a pas envie d'appeler quelqu'un pour entendre non. Et quand c'est comme ça, il faut aussi prendre le pli, quand on est recruteur, d'interpréter des réponses, des absences de réponse d'un candidat comme étant plutôt de l'auto-élimination, de l'absence de confiance, une crainte, une réponse négative, plutôt que de l'incivilité, de l'agressivité ou une absence de politesse. Très clair. J'avais une dernière question sur la notion d'irritant. Au final, certaines bonnes pratiques RH qu'on entend à droite et à gauche, est-ce qu'elles ne deviennent pas contre-productives? Et de ton regard, est-ce que ça veut dire qu'il faut désapprendre des choses, qu'on soit manager ou recruteur ou globalement dans la fonction RH? Tu penses à quoi? Sur la logique de se dire que peut-être qu'on a des réflexes qui sont un peu automatiques quand on est recruteur, de se dire, comme tu viens de le citer, je vais pas appeler un candidat parce que j'ai pas envie de lui dire non, ou côté manager, je vais prendre les devants, c'est moi qui vais appeler. Ça dit quelque chose de notre société en se disant que chacun essaye un peu d'avoir son rôle. Donc, pour toi, de ton regard, est-ce qu'il y a des pratiques qu'il faut qu'on change? Est-ce qu'il faut désapprendre des espèces de réflexes que chacun s'est mis en tête ces derniers temps? L'évolution du métier de recruteur ne va pas forcément dans le bon sens. Il y a 20 ans, on avait des gens qui étaient des seniors de l'entreprise, des gens qui avaient 45, 50 ans, qui connaissaient bien les métiers, qui connaissaient bien les équipes, qui savaient quel allait être le bon chaînon manquant ou la bonne pièce de puzzle dans une équipe qu'ils connaissaient bien. Mais c'était des gens qui connaissaient donc bien les métiers, bien les gens, qui avaient une finesse de compréhension parce qu'ils connaissaient bien les personnes, mais qui étaient évidemment pas très éveillés sur les sujets de discrimination. On a remplacé ces gens qui avaient du pouvoir et du statut et de l'autorité par des gens beaucoup plus juniors qui fonctionnent en mode fournisseur de services, que ce soit en interne ou en externe, et qui ont beaucoup plus de culture RH, qui sont beaucoup plus éveillés sur les sujets de discrimination, mais qui n'ont pas de pouvoir pour le faire appliquer. Et donc, peut-être que le sujet à inventer dans les années qui viennent, et on a quelques interlocuteurs comme ça chez Actual, des clients qui fonctionnent comme ça, en particulier AFISK, qui est un très bon exemple pour moi. Chez AFISK, le recruteur, c'est un senior qui a une très forte culture RH, qui connaît bien le métier, mais qui aussi sait imposer des candidats et sait se faire respecter, sait se faire entendre de la part de ses clients internes. Voilà. Donc là, peut-être qu'il faut trouver un moyen, dans les années qui viennent, de réconcilier les deux. Des recruteurs qui sont bien socialisés dans l'entreprise, qui connaissent bien les gens, qui connaissent bien les organisations, qui connaissent bien les cultures, mais qui sont aussi de très bons techniciens des RH, et donc qui savent très bien quels sont les bons critères à regarder et comment on les fait passer, peut-être en se présentant comme étant au service d'eux, mais sans être dupe. Voilà. Je sais pas si c'est là que tu veux en venir même. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et ce que tu dis, c'est pour terminer cette première partie, c'est vraiment très axé sur ce côté humain, en fait, sur la capacité de continuer à interagir et à créer ces liens, en fait, qui vont faire en sorte que le sentiment d'injustice petit à petit disparaisse de tous les côtés. C'est exactement ce que tu décris sur le côté recruteur, entre guillemets, expérimenté, qui ont une bonne connaissance, de bons liens au sens large, et en même temps d'avoir une technicité, c'est ce qui peut sauver notre société. Pour toi. Oui. Alors aussi, pour reprendre une métaphore que j'ai utilisée plein de fois, plus le recrutement s'assimile à une prestation bien délimitée autour d'un process, plus il devient technique. Plus il devient technique, moins il est humain. Et donc le grand débat, c'est ça, c'est est-ce qu'on veut un recruteur qui est là pour évaluer dans une démarche vraiment très quanti et très processée. Et ça se vend bien, tu vois, c'est aussi ça que vendent les cabinets, parce que c'est très facile à expliquer. Un cabinet, il peut pas vendre le candidat parce qu'il l'a pas encore cherché. Par contre, il peut vendre le process. Donc c'est la vitrine, en fait.
Et où est-ce qu'on veut des recruteurs qui sont plutôt des tisseurs de relations, qui vont comprendre quels sont les gens qui vont fonctionner entre eux et qui vont mettre des moyens pour aller réconcilier les uns avec les autres, repérer les dysfonctionnements, les incompréhensions qui peuvent apparaître dans les premiers temps d'un recrutement pour essayer de réconcilier les gens et faire en sorte que la greffe prenne. Voilà. Oh, génial, tu me fais une transition avec la deuxième partie qui est juste extraordinaire. Candidat, RH, manager, on a compris qu'il y avait des choses qui les séparaient. Pourquoi ils ont autant de mal à se comprendre tous? Alors, c'est une question de position. Les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. L'intérêt du candidat, c'est de se faire reconnaître dans sa singularité en ayant des choses de plus que les copains. Hein, c'est ça. Donc son rôle, c'est l'égalité des chances, mais un peu plus que ça. Le manager, c'est que ses critères à lui soient respectés, y compris des critères très pragmatiques qui font que le candidat va être opérationnel, confronté à ses collègues, sa clientèle, ses partenaires, et accepté par ces partenaires-là sans négociation. Et aussi quelqu'un qui va être performant, qui va compléter l'équipe. C'est donc, tu vois, basiquement ce qu'on disait, hein, c'est la menace de la grossesse, la menace d'une divergence par rapport à la clientèle, etc., etc., et éliminer ces risques-là. Parce que les managers, ils ont des objectifs à tenir, on leur demande de faire des choses, et donc, ils ne sont pas là pour acculturer quelqu'un qui ne le serait pas assez, pour développer les compétences de quelqu'un qui ne serait pas assez compétent. Leur besoin, c'est quelqu'un qui va prendre la place tout de suite. C'est un peu un rêve, ça n'existe pas. Mais en tout cas, c'est ça qu'ils veulent. Et puis entre les deux, le recruteur, c'est d'articuler les deux. C'est-à-dire d'articuler une position qui est de négocier des critères et de présenter des candidats avec ce cocktail un peu subtil et compliqué à maintenir entre une évaluation objective, une démarche très carrée, très rationnelle, très processée, très professionnelle, qui leur donne de la visibilité en tant que professionnel, mais en même temps une démarche qui s'aspire aussi beaucoup de la vente. C'est-à-dire qu'il faut convaincre un candidat que le poste est fait pour lui, et aucun candidat n'est parfaitement fait pour un poste, donc il faut toujours faire un peu entrer le pied dans la chaussure avec un petit peu d'effort. Et puis inversement, convaincre le manager que ce candidat, c'est le candidat magique. Il n'y a aucun candidat magique. Donc il y a ce mélange-là d'évaluation objective sur des critères, avec une démarche qui se veut très professionnelle, parce que c'est ça qu'on présente, c'est ça qui est structurant dans l'identité professionnelle des recruteurs. Et puis à côté, il y a la nécessité d'enjoliver un peu la réalité, de présenter le poste selon un angle valorisant alors que tout n'est pas parfait, et réciproquement présenter au manager des candidats qui ne sont pas parfaits, mais qu'il faut bien regarder de près. Tu me disais tout à l'heure concernant les candidats, pour finir cette deuxième partie, en gros, qu'on pourrait lire en eux, dans les attitudes de ghosting côté candidat, lire une perte de confiance ou en tout cas une perte de repère ou la peur d'avoir un non, etc. Ça dit quoi de notre société qu'on est tous côté humain, on a un petit peu tous du mal à être conscients de nos propres enjeux. Enfin, pourquoi il y a autant de peur qui se crée là, dans le monde dans lequel on vit? D'abord parce que les imaginaires du travail sont de moins en moins des imaginaires collectifs. Mm. Si tu prends les deux grands imaginaires du travail qu'on a connus au XXe siècle, hein, le catholicisme d'un côté, puis le marxisme, le communisme de l'autre, ces deux grands imaginaires du travail qui étaient opposés évidemment pour plein de sujets, ils avaient en commun une éthique du travail. Hein, dans le catholicisme, il y a un respect du travailleur. C'est évidemment vrai aussi dans le communisme avec l'ouvrier qui est celui qui va changer le monde. Et puis il y avait aussi une promesse d'espérance. Alors le terme d'espérance va aux catholiques, puis n'irait pas aux communistes, mais enfin, en tout cas, il y a une promesse d'un futur par le royaume des cieux d'un côté et puis la révolution de l'autre. Aujourd'hui, nos imaginaires du travail, ils sont sélectifs. Hein, le future of work, c'est grosso modo de dire il y aura un futur pour ceux qui vont s'adapter. Les autres, voilà, Dieu pour tous et tous pour un. Quoi, voilà. Donc c'est compliqué de nourrir de la motivation, de l'engagement, des comportements de candidature rationnels, objectifs et structurants, quand en réalité, l'imaginaire qui nous porte tous, c'est un futur plutôt anxiogène et plutôt discriminant, au sens où il y aura de la place pour quelques-uns et pas pour tous. Entre les sauver parce que l'IA ne les concernera pas, les sauver parce qu'ils auront trouvé un segment de marché qui va les rendre très riches et très heureux, les startups par triomphant et puis quelques autres, qu'est-ce qui reste pour la majorité des gens du travail peut-être moins ambitieux, moins épanouissant, plus lucratif, mais aussi plus nutritif. C'est pas des promesses très engageantes.
Très clair. Troisième partie, il en restera une dernière à la fin pour terminer. Tu as dit quelque chose que j'ai noté à l'instant sur cette notion de il faut une éthique minimale. Il faut pouvoir trouver un socle commun entre candidats RH et managers. C'est quoi cette éthique minimale selon toi? Je pense que plus le recrutement se technicise, plus il se processise et plus aussi il est confié à des gens qui ne sont pas des gens du métier, pas du métier du recrutement, mais du métier de celui qui va travailler après, plus on s'éloigne du travail. Et peut-être que ce qui peut faire consensus entre des recruteurs et des managers et des candidats, c'est parler du travail réel. Voilà. Ça, c'est compliqué parce que les experts du recrutement ne sont pas des gens qui connaissent les métiers. Ils connaissent les soft skills, ils connaissent des choses, mais par contre, évaluer des compétences métiers, c'est délicat pour eux. Et pourtant, c'est ça qui intéresse les candidats. Comment est-ce qu'ils vont vraiment travailler là? Voilà. Qu'est-ce qu'on va leur demander de faire? Et en quoi est-ce qu'ils pourront mettre en œuvre des compétences qui vont être les bonnes compétences, celles qu'ils veulent utiliser, celles qui les valorisent, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être fiers de leur travail. Ça, c'est finalement le seul sujet qui va attirer des candidats. Et c'est le seul sujet qu'ils voudraient voir valider ou entendre quand on les interviewe. Sauf que les recruteurs d'aujourd'hui, ils sont un peu moins à l'aise avec ça. Dans différents domaines, ils le sont, mais dans beaucoup de domaines, les recruteurs sont un peu des généralistes qui vont faire un poste de la grande distribution, et puis après un poste dans l'IT, et puis après un poste dans une usine. Donc, cette transversalité-là, elle amène à regarder les critères qui sont faciles à évaluer à l'entretien, les soft skills, le comportement, la personnalité et autre chose, et pas vraiment des critères qui sont les vrais critères importants pour être performant dans le poste, et aussi pour intéresser des candidats qui sont des professionnels et qui ont envie qu'on leur parle comme des professionnels. Donc là, il y a un sujet autour de réintroduire le travail, la place du travail dans l'évaluation de recrutement. Est-ce que par rapport à tout ça, tu penses que tous ces trois mondes sont réconciliables un jour? Alors, réconciliable dans l'absolu et en totalité, non, puisque chacun a des intérêts divergents. Donc, tu ne pourras jamais empêcher un recruteur d'être sceptique face à des candidats parce qu'il va vouloir repérer s'il n'y a pas un loup quelque part et s'il n'y a pas une difficulté derrière ce candidat parfait. Tu ne pourras pas empêcher des candidats de vouloir se présenter sous leur meilleur jour et donc d'attirer l'attention du recruteur sur un sujet ou sur un autre. Et tu ne pourras jamais empêcher un recruteur de vouloir articuler un peu ces deux positions en gardant ce qui fait commun ce qui fait sens entre les uns et les autres, tout en voulant quand même exister autrement comme un passeur de plat ou un courtier de CV, mais comme quelqu'un qui a une position importante, qui sert à quelque chose et qui négocie des choses. Donc, c'est pas possible de les réconcilier en totalité. Par contre, peut-être qu'on peut essayer de les aligner sur ce qui est juste, et ce qui est juste, à mon avis, c'est recentrer sur le travail. Top. Et si je te suis bien depuis le début, pour terminer ce podcast, on s'est parlé de technicité, on s'est parlé de process, et cetera. Au-delà de tout ça, tu m'as beaucoup parlé, d'humain. Est-ce que finalement, alors j'ai bien compris qu'on pouvait pas réconcilier tout le monde parce qu'il y a des intérêts divergents. Cela dit, pour que ça se passe mieux dans le meilleur des mondes, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est pas au final juste une question de posture, d'écoute ou d'intention de chacun? En gros, chacun met du sien dans une notion de posture et d'écoute. Oui, oui, c'est une question d'empathie, hein. Le recrutement, si on veut avoir de l'information véritable, des motivations véritables, des caractéristiques personnelles véritables et sincères, bah, il faut se mettre en position de les écouter. Et pour ça, faire comprendre que c'est ça qui va être intéressant, hein. C'est la singularité de chacun qui va être intéressante. Que c'est elle qui va lui apporter le poste, mais c'est elle aussi qui peut-être l'en privera, parce que c'est pas lui qui fera l'affaire. Mais plutôt que de rester en effet sur des formes d'évaluation de surface très consensuelles, où tout le monde dit ce que l'autre a envie d'entendre, en essayant de deviner ce que l'autre a envie d'entendre, donc en s'écartant de ce qu'il est vraiment, peut-être qu'en effet se recentrer sur des vraies singularités possibles à entendre, parce qu'elles sont sincères et réelles. On parle d'authenticité, quoi, Oui. dans ton histoire. C'est ça. On va passer maintenant à la dernière partie, du podcast, avec quelques questions, subtiles, comme, Mmh. on sait bien les faire. Bien sûr. Déjà la première question, si tu devais faire passer un message aux entreprises, là, tout de suite, ce serait quoi concernant cette étude, du collectif SAV du recrutement? Alors peut-être que hem, faire l'effort de se décentrer et de se demander si le comportement du candidat qu'on voit ne peut pas être interprété différemment. C'est vrai pour le ghosting. Les entreprises prennent le ghosting comme un comportement malfaisant, malpoli, un comportement de sale gosse, voilà. Bon, moi je pense que le ghosting, c'est en grande partie des comportements d'inquiétude, d'auto-élimination motivés par, la faible perception de la probabilité que ça marche, voilà. Et donc on joue pas à un jeu auquel on va perdre.
Voilà. Donc on va pas rappeler ce recruteur qu'on ne connaît pas, qui a pas l'air si confiant, pour être le plan B de quelqu'un ou le plan C de quelqu'un ou pour être le faire valoir ou pour être juste, séduit et abandonné, tu vois? C'est un peu ça, Mmh. voilà. Donc ça, c'est peut-être l'effort de se décentrer sur le ghosting et aussi sur d'autres choses. Je suis toujours étonné d'entendre des recruteurs interpréter ou, décrire des candidats sur un bout de phrase. «Il m'a dit ça». Oui, il a dit ça, mais peut-être qu'une seconde après, il aurait dit autre chose et une seconde après, il aurait encore dit autre chose. Donc, ce que disent les candidats, c'est le reflet de leur improvisation, de leur maladresse, de ce qui leur vient à l'esprit, du niveau de stress, qu'ils vivent et de leur façon de gérer tout ça. Et ça, c'est important de le remettre dans ce contexte-là. Tu sais, la formule qu'on emploie souvent, c'est: «Être candidat n'est pas un métier». Donc on ne peut pas attendre, d'un candidat qui se comportent d'une façon standardisée, stéréotypée, professionnelle dans l'entretien de recrutement. Leur boulot, c'est pas ça. Alors, c'est vrai pour des cadres qui sont quand même très acculturés, qui eux-mêmes recrutent, donc ils jouent un peu le jeu et pour lequel ils sont finalement assez entraînés. Quand on recrute des techniciens, des gens de niveau bac+2, dans les services ou dans l'industrie, bah, c'est des gens qui sont pas du tout à l'aise avec l'exercice. Donc il faut faire l'effort de regarder différemment cette position inconfortable. Mmh. Aller au-delà de la première impression. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Lutter contre ces biais cognitifs, notamment. Exact. Hem, à titre personnel, Jean, si, l'étude HR Insight, partenaire particulier, devait bousculer une idée reçue sur le recrutement qui te tient à cœur, ce serait laquelle? Alors je reviens sur l'idée du ghosting parce que c'est un sujet très envahissant. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 sujets même qu'on peut élargir autour de ça, hein. C'est le ghosting comme preuve d'incivilité, les ATS comme la boîte noire, qui vient, bouffer les CV avec, un comportement quasiment magique, hein. Tu vois? Quand il y a des candidats qui parlent des ATS, ou du digital en général comme, on parlerait du chaudron magique, ou d'un Mmh. truc, tu vois? Voilà, oui, non mais un truc, qui relève non pas du rationnel, mais de la magie. Et pour autant, ces outils-là sont utilisés par les recruteurs précisément parce qu'ils sont hyper rationnels. Donc là, il y a un truc, tu vois, il faut se calmer un petit peu sur ce qui se passe. Et puis enfin, sur l'arrivée de la crâne de l'IA pour les recruteurs, au sens où l'IA ferait des CV parfaits, donc on ne sait plus comment évaluer les candidats. Tout ça, c'est une espèce de grande paranoïa qui pour moi illustre beaucoup le degré d'angoisse que tout le monde vit. Trouver le bon candidat, trouver le bon poste, avoir une carrière, réussir dans sa vie Ouais. professionnelle, et quand on est recruteur, exister aussi, être bien perçu par les candidats, bien perçu par le manager qui est quand même celui qui évalue le travail et crée des réputations. Donc ça crée beaucoup d'incertitudes et d'angoisse. Donc peut-être qu'il faut revenir à des formes très bon sens, très pragmatiques, évaluer les compétences telles qu'elles sont, dans ce que les gens savent faire, ce qu'ils font vraiment, évaluer ce qui peut l'être de façon objective et rationnelle et puis comprendre qu'il y a une part d'aléa et d'incertitude parce que c'est comme ça. Très bien. Merci Jean pour, ces échanges hyper intéressants. J'ai une dernière question bonus, pour toi. Allons-y. Tu bosses depuis je fais mon petit sourire, mon petit rire habituel. Tu bosses depuis des années sur l'humain au travail et toi, aujourd'hui, toi en tant que personne, tu cherches quoi dans ton propre rapport au travail? Ouh là, fou! Hem, alors, moi j'ai besoin de liberté, c'est plutôt ça ma réponse. J'ai besoin qu'on me foute la paix, enfin j'ai besoin de confiance et de liberté. Voilà, c'est plutôt ça. Ça c'est ma propre analyse personnelle pour répondre assez rapidement à ta question. Eh ben, tu me réponds parfaitement, merci. La liberté, c'est un fait important. Merci beaucoup, Jean, pour, ces éléments. On espère te retrouver très vite pour une prochaine étude. On va laisser passer celle-ci autour du collectif SAV du recrutement. Est-ce que tu peux nous glisser un petit dernier mot sur, l'EM Normandie, le groupe Actual, le collectif SAV du recrutement? Enfin, Oui. voilà, simplement revenir sur cette démarche qui a démarré il y a 1 an et pourquoi ses partenaires, pourquoi Accorskills, pourquoi Savon, et cetera. Tu peux nous faire un petit mot là-dessus? Alors je pense qu'on avait besoin, de s'entourer d'un collectif de gens qui allaient être des professionnels, des praticiens, avec des regards différents puisque ces différentes marques sont différentes approches du recrutement. Savon, c'est des tests, Act4Skills, c'est de la marque employeur, Blendy, c'est de la formation et puis Yago, c'est, de l'expérience candidat. Donc ce sont des gens qui ont tous un petit segment du processus et donc des regards un peu différents sur la question. Et puis on avait tous en commun, la volonté de mieux comprendre le processus. Yago sort un baromètre de l'expérience candidat régulièrement, donc c'est des gens qui s'interrogent, hein, qui ne sont pas uniquement en train de reproduire le mainstream dont tout le monde parle, mais qui se posent des bonnes questions pour essayer
de nourrir leur réflexion et puis d'apporter des choses à leurs clients et à leurs prospects. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on s'est mis à travailler ensemble. On se connaissait tous, hein, donc on a assez facilement créé ce collectif. Et puis chacun a contribué, et puis chacun aussi a contribué pour faire connaître l'étude, puisque le principal sujet qu'on avait au début, c'est trouver des gens à qui parler. On a fini par en trouver 70, c'est beaucoup. Mais c'était pas gagné dès le départ, donc il a fallu quand même beaucoup ramer, et c'est la raison pour laquelle aussi on a fait ce site, le savagerecrutement.com, que tu as brillamment construit, Oh, merci Jean. et qui a permis aussi d'exhumer quelques vidéos un peu croustillantes sur des gens. Tout à fait. Dans ton rêve le plus fou, quelle action collective dans le cadre du collectif SAV du recrutement, qui, je le rappelle, tient compte aussi de l'EM Normandie, est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre, enfin, ce serait quoi ton rêve le plus fou qu'on pourrait faire en action concrète pour faire bouger les lignes? Oui, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'on puisse expérimenter. Finalement, si tu regardes les pratiques de recrutement, c'est les mêmes depuis très longtemps. Donc il y a une forme d'homogénéité, de consensus, et puis ce consensus, il produit ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, donc les mêmes frustrations, les mêmes irritants se retrouvent partout pour les mêmes causes. Donc peut-être que c'est le moment de faire un peu bouger les lignes et puis d'expérimenter. Donc ce qu'il nous faudrait peut-être, c'est qu'on se mette tous un peu autour d'une table et qu'on dise: «OK, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on change? Et quelles sont les briques qu'on change? Quels sont les curseurs qu'on fait varier?» Encore une fois, en partant sur l'idée d'irritant, donc finalement, c'est pas grand-chose. Donc comment est-ce qu'on informe les candidats un peu différemment? Comment est-ce qu'on outille les uns un peu différemment? Comment est-ce qu'on fait bouger quelques petites lignes? Il ne s'agit pas de faire la révolution, mais juste de regarder par quel bout on peut faire des petites modifications qui vont résorber ces irritants, qu'on ne résorbera pas complètement, mais qu'on pourra essayer un peu de juguler. Parfait, une magnifique conclusion. J'ai passé un moment juste génial, Jean. J'ai hâte de te retrouver pour des prochaines études, mais aussi pour des prochains podcasts et qui sait, des grands rendez-vous que nous avions initiés avec Jean, notamment à la rentrée, pour avoir ton regard sur ce marché du travail qui évolue, que tu analyses depuis de nombreuses années. Un grand, grand merci pour le temps que tu m'as consacré. Et on se dit donc à très vite. Et lisez surtout l'étude tout de suite.